Bien, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour ce 82e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Je suis comme d'habitude accompagné de Monsieur Vernochet et ainsi que du camarade Pascal qui va co-animer également cette émission. Alors, le sujet du jour, c'est un sujet d'actualité au sujet des élections de mi-mandat américaines, voilà, qui viennent d'avoir lieu. Et donc, nous sommes là pour en parler. Mais écoutez, messieurs, je vous laisse, introduire le sujet. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous, Monsieur V. Bonsoir, cher Pascal. Bienvenue dans cette émission. Tout le plaisir est pour moi. Eh bien, écoutez, bienvenue à nouveau. Nous allons parler des élections de mi-mandat, mais on va faire aussi un tour d'horizon. L'Ukraine, quand même, est un sujet plus qu'important. Je ne dis pas que c'est l'avenir du monde, mais ces élections de mi-mandat, on ne peut peut-être pas tout en dire actuellement, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer au Sénat. On attend, je crois que c'est la Géorgie qui doit revoter début décembre. Toujours est-il que le sort de l'Europe se décide aussi aux États-Unis, à la fois sur les deux côtes, Est et Ouest, mais aussi surtout au centre. Le centre des États-Unis, c'est ce qu'on appelle aussi la France périphérique. Je plaisante un peu. Ce sont il y avait une Bible Belt, une ceinture de la Bible. Il y a aussi une Corn Belt, la ceinture du blé, mais il y a aussi une ceinture républicaine au centre. Enfin, c'est pas une ceinture puisqu'elle est au centre et qui détermine aussi les grandes orientations dont nous allons pouvoir parler, les grandes orientations de la politique des États-Unis. Alors, Pascal, avez-vous une réflexion à ce sujet, des éléments à nous apporter neufs, puisque je note, et je m'arrête là, il y a extraordinaire, c'est que mardi, on savait vaguement qui avait voté, mercredi matin, un tout petit peu plus, mais à peine, on savait qu'il y a une sorte de ballottage en ce qui concerne le Sénat, il y avait 48-48, c'est pas assez, évidemment, il faut qu'il soit départagé, mais depuis, c'est pas le silence intégral, mais presque, apparemment, c'est passé au deuxième, troisième plan, quatrième plan, comme par moment, la guerre en Ukraine disparaît aussi, comme le meurtre atroce, là on peut parler de meurtre atroce de la petite Lola, n'a pas fait 8 jours dans les médias. Après, ça a été remplacé par Justine. On a fait un battage terrifiant. D'ailleurs, se dire que Justine a été prédestinée d'une certaine façon à effacer Lola. Tout cela nous interroge sur le fonctionnement des médias et c'est un questionnement qui, à mon avis, est passionnant. Pascal. Oui, alors, c'est vrai que cette élection fait suite à l'élection de 2020 et puis donc avec toutes les surprises qu'on avait pu avoir, surprises ou pas d'ailleurs, mais en tout cas avec quand même des constatations de quelques irrégularités ou des anomalies statistiques. Donc cette élection fait-elle exception? Pas sûr. Vous avez noté par exemple que les électeurs de Pennsylvanie ont réélu un représentant démocrate qui est décédé. Voilà, il est décédé le 9 octobre. Donc, bon, tout ça reste Pascal, à creuser. Mais c'est pas une fraude, c'est même pas une suspicion de fraude, mais en tout cas, on sait que les Américains votent par avance. Hein, ils votent 1 mois, 2 mois avant par correspondance, surtout les démocrates d'ailleurs. Mais c'est étonnant qu'on n'ait pas corrigé le tir entre-temps. Hein. Il avait 85 ans, il avait un cancer. Je vous ai coupé, ce qui est très très mal. Mais ça interroge, Pascal, quant à la démocratie, au fonctionnement de la démocratie américaine. C'est extraordinaire. On élit quelqu'un qui est décédé. Et il était décédé le 9 octobre. Je rappelle que les élections sont intervenues mardi, et mardi, c'était le 8 octobre. Le 8 novembre, pardon. Lapsus. Pascal? oui, voilà. Donc ça veut dire qu'à 1 mois d'intervalle, effectivement, donc ce représentant, bien que décédé, apparemment ça posait pas de problème pour les élections. Et donc après voilà pour la balance entre donc les sièges républicains et démocrates, est-ce que vous avez été étonné, Monsieur Vernochet, du résultat? Est-ce que vous attendiez à autre chose?
Alors, je m'attendais quand même à ce que les républicains, là aussi, je suis un peu paranoïaque. J'ai toujours un soupçon de trucage, de manipulation, et pourquoi pas. Cette histoire de Pennsylvanie est assez extraordinaire parce que personne n'a parlé de cette histoire. Décédé le 9 octobre, on a voté pour lui, mais on crie victoire parce que le gouverneur de la Pennsylvanie et le sénateur de la Pennsylvanie, tous deux démocrates, sont élus sans difficulté, je pourrais même dire sans coup férir. Extraordinaire. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est encore une fois l'image que nous renvoient les médias français, je dis pas européens, mais français, de ces élections. C'est un sujet de stupéfaction permanent. C'est la façon dont l'information est traitée, dont elle est. J'ai épuisé tous les qualificatifs pour parler, parce que c'est au-delà de la nullité. Nos journalistes ne sont pas seulement nuls, il y a autre chose. Vous avez une remarque à faire, Pascal, sur le traitement médiatique des événements mondiaux? Alors, sur le traitement médiatique des événements mondiaux en général, bon. Non, pas en général. On parle de l'Amérique, là. Oui, effectivement, je crois que le constat est absolument sans appel. C'est vrai que si moi je repense aux élections de 2020, même si je repense à ce qui a pu se passer en 2022, c'est à la fois de l'omission. On ne parle pas effectivement de ce type-là, de ce type d'événements qui sont quand même qui interrogent effectivement sur le fonctionnement général. Donc, soit on n'en parle pas, soit quand on en parle, c'est de manière complètement, on oublie la moitié des informations, et puis effectivement, c'est pour balayer tout ça d'un revers de la main. Donc, les faits en eux-mêmes ne sont pas rassurants. Le traitement qui en est fait derrière n'est pas à la hauteur et n'est absolument pas rassurant non plus. Ça ne s'appelle pas de l'information. Ça ne s'appelle pas l'information. On nous balade, on nous promène. Je remarque que dans le Maryland, c'est dans le Massachusetts, pardonnez-moi, il y a eu l'élection de Maura Healey, qui sera la première lesbienne à la tête gouverneur d'un État. C'est quand même quel triomphe de la civilisation. Alors, j'ai bien compris aussi que les événements d'Ukraine, la guerre européenne, puisque c'est une guerre européenne, ne jouaient pas un grand rôle. Par contre, l'avortement, si. Alors, tout le monde, comme s'il n'y avait pas d'autres sujets, comme si la pilule n'existait pas, la pilule d'avant, la pilule du lendemain, comme si le stérilet n'existait pas, comme s'il y avait aucun moyen de contraception. D'ailleurs, les féministes américaines confondent dans leur discours contraception et avortement. Mais l'avortement n'est pas une méthode de contraception. On est tombé sur la tête et on essaye de marcher sur la tête, mais il faut être très habile pour y parvenir. Alors, moi, il me semble, Pascal, vous allez me donner votre sentiment, qu'en fait, le grand triomphe, c'est pas le triomphe des démocrates, qui est pas acquis. On a beau nous parler d'une faible avance républicaine à la Chambre des représentants, c'est-à-dire à la Chambre des députés, l'équivalent de nos députés, mais c'est qu'en fait, Ron DeSantis, républicain, a été réélu triomphalement en Floride, et qu'en fait, il escamote d'une certaine façon Trump, parce que la plus grande frayeur, apparemment, c'est ce que l'on subodore en filigrane, que la plus grande frayeur de tout ce petit monde, de tout ce grand monde, de tout ce je sais pas quoi, ce monde interlope, c'est que Trump ne revienne sur le devant de la scène. Donc ça, c'est l'une des grandes conclusions aussi de ces élections à mi-mandat. Trump nous a annoncé qu'il prendrait la parole le 15 novembre. On pensait jusque-là pour annoncer sa nouvelle candidature, puisque ça se fait 2 ans à l'avance aux États-Unis, c'est comme ça. Mais je pense que la grande hypothèque Trump, il joigne les 2 mains, il prie s'il pouvait prier pour écarter cette menace
puisqu'apparemment Trump représente un réel danger pour le système. C'est ce qui, obligatoirement et nécessairement, nous le rend assez sympathique. Oui, c'est vrai qu'on se retrouve dans la situation, donc, de début du premier mandat de Donald Trump, où effectivement personne ne voulait parier sur lui, personne n'en voulait. Et là, on a l'impression que voilà, maintenant qu'il est parti depuis 2 ans, il y a une espèce d'union sacrée pour dire pourvu qu'il ne revienne pas. Et c'est vrai que ça pose question sur les appuis qu'il peut avoir au sein du Parti républicain, sur sa réelle influence. Est-ce que son influence vient plutôt de ses supporters En tout cas, c'est vrai que de leader populiste, ça vient de la base, ça vient des Américains de base. C'est ça, son plus grand appui, ce me semble. Et donc c'est vrai qu'on peut reparler aussi du rôle d'Elon Musk, qui, en reprenant Twitter, c'est comme si voilà, le fait de dire qu'il allait réactiver le compte de Donald Trump, c'était vraiment c'était presque ça. Enfin, il y a quelque chose là d'important. L'a-t-il dit précisément? Il l'a laissé entendre, où tout le monde supposait qu'il allait réactiver le compte de Trump. Enfin, le Musk en question est assez extraordinaire. Toute la presse, là aussi, on nous balade, on nous mène en bateau, a parlé de 44 milliards. Apparemment, la transaction ne s'est pas faite à ce montant-là. Il fallait que personne perde la face. Ce sont des arrangements de communication. Musk nous a bien annoncé, et ça c'est intéressant. Avez-vous, Pascal, regardé les réactions de l'Union européenne à cette prise de contrôle de Twitter? Vous avez regardé ça un petit peu? Elles sont horrifiées, et c'est vrai que c'est. Moi, je me rappelle que ça soit l'élection de Trump ou le Brexit, ne serait-ce que pour entendre effectivement tous les. Voilà, que ce soit les journalistes ou les politiques, voilà, complètement effrayés. C'est vrai que c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. Donc là, oui, c'est comment dire, c'est unanime. Alors, Musk avait tweeté l'un de ses premiers tweets après avoir viré quelques milliers de ses collaborateurs, enfin les collaborateurs de Twitter. Vous vous souvenez qu'il est arrivé avec un lavabo dans les locaux, avec un lavabo dans les mains pour montrer qu'il avait fait la grande vidange. Et donc, il avait pris position, non pas en faveur de Trump, mais il avait dit, je le cite textuellement, le partage du pouvoir limite les pires excès, le partage du pouvoir. Donc, je recommande de voter pour un congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate. Donc, c'était assez équilibré, assez diplomatique comme propos. Mais il prend parti. Alors, Trump, qu'on présente déjà comme quelqu'un d'extrême droite, comme Meloni. Je suis frappé aussi que dans nos médias, à chaque fois que l'on parle du nouveau Premier ministre italien, Giorgia Meloni, on dit toujours le Premier ministre d'extrême droite. C'est toujours d'extrême droite, d'extrême droite. Quand un mec est d'extrême gauche, on dit pas d'extrême gauche. Hein. On dit pas Monsieur Mélenchon, le chef d'extrême gauche. Non, on dit Monsieur Mélenchon. Pourtant, c'est bien quelqu'un d'extrême gauche puisque c'est un trotskiste. Trotskiste un jour, trotskiste toujours. Bon, Elon Musk est un libertarien. Alors, ça veut rien dire en Europe. Libertarien, c'est on dit que c'est venu d'un roman, La Source vive, d'Ayn Rand, qui était une Israélite lituanienne qui développe un hyper-individualisme. Ayn Rand, c'est démarqué du mouvement libertarien, qui est un mouvement de liberté, de responsabilité, parce que qui dit liberté dit responsabilité intégrale. Voilà. Alors Musk est un libertarien, en tout cas, il a un certain génie avec ses bagnoles Tesla. Même si j'ai vu une vidéo d'un gars faisant sauter sa Tesla à près de $100,000 parce que il devait changer la batterie, on lui en demandait 20 000. Donc il a filmé
le véhicule qui se volatilisait, le véhicule volatilisé. Et bon, avec ces voyages extra-atmosphériques, on ne dit pas spatiaux, mais soyons raisonnables, extra-atmosphériques, il a une sorte c'est un ingénieur, je crois, de formation, il a une sorte de génie, ceinture numérique, l'individualisme à outrance, mais ça fait peur à l'Europe. Je vous souffle, cher Pascal, mais Thierry Breton, qui est le commissaire européen au marché intérieur, qui est à l'origine d'une législation européenne qui est en train de voir le jour, qui va entrer en vigueur, le Digital Service Act, parce qu'on parle en anglais dans l'Union européenne. Les Anglais sont sortis, il y a eu le Brexit, mais on parle en anglais. Limite la liberté d'expression et prévoit même des sanctions financières contre les sociétés qui contreviendraient. En Europe, donc a déclaré Thierry Breton, citation, « L'oiseau volera selon nos règles européennes », c'est-à-dire les valeurs. Alors, personne n'a jamais défini les valeurs européennes, mais on les sait, c'est l'avortement à outrance, c'est la GPA, c'est tout ce que l'on veut, tout ce que l'on aime, tout ce qui promeut l'émancipation de l'âme et met du vent dans les voiles de l'humanité. L'oiseau volera selon nos propres règles européennes. Dans les sanctions prévues, l'extrémité, c'est le bannissement de Twitter de toute l'Union européenne. Alors, on se demande si on n'arrive pas tout doucettement, ou en loose day, c'est du vieux français gothique, c'est-à-dire on va à une sorte de république populaire qui serait en marche, république populaire à la chinoise, s'entend. Voilà. Votre avis, Pascal ? C'est vrai que vous parliez d'extrême droite et puis de la situation française, ça me fait penser à ce qui s'est passé avec le député Fournas, donc l'affaire non-affaire, effectivement montée en épingle, donc de ce député viticulteur assez, comment dire, voilà, qui a donné de la voix et puis voilà, qui a donné, qui a fait cette réponse, je pense que voilà, qui est vraiment sorti. J'ai pas réussi à retrouver les images précises, mais voilà, ça sort d'un coup. Et donc il se retrouve 2 semaines mis à pied. Bon, j'ai compris que c'était la sanction la plus grave. Je pense que s'ils avaient pu faire plus, ils auraient fait plus. Oui, c'est catastrophique. Alors, En Marche, la démocratie En Marche vers la République populaire d'Europe, avec une Madame von der Leyen que personne n'a jamais élue, Monsieur Breton, Thierry Breton, n'a pas été élu non plus, il ne représente que lui-même. Ce sont des gens qui se cooptent entre eux, qui sont payés des fortunes, mais c'est une sorte, j'en ai souvent parlé ici, qui constitue une sorte de politburo. Le politburo, c'était pas démocratique en Union soviétique. C'était 5, 6, 7 hommes avec un chef, un grand patron, qui décidait du sort de l'empire soviétique. À eux seuls. Alors bien sûr, à côté, il y a le Soviet suprême, et le Soviet suprême n'était là que pour applaudir et entériner les décisions du politburo. Là aussi, cette affaire de Fournas est tout à fait emblématique. Et mérite, si vous avez des remarques à faire, mérite quelques remarques, puisque quand il a été condamné à ces 15 jours d'exclusion et on lui coupe en deux ses indemnités parlementaires, puisque ce sont des indemnités, c'est pas un salaire, il a été condamné pour le tumulte. Et non pas pour son propos. Parce que je vous rappellerai qu'à l'Assemblée nationale, il y a des gens, des transcripteurs qui écrivent à toute vitesse et qui transcrivent à la main, et il y a des sténotypistes qui prennent les textes en sténotypie. Quand on a vérifié, il faisait bien référence au navire. Alors il faut voir un individu comme Patrick Cohen qui sévit sur la 5, mais également sur France Inter, je crois. Enfin, ce sont des gens qui sont partout. Ils ont le don d'ubiquité. On les retrouve sur tous les plateaux, à toutes les heures du jour et de la nuit. Patrick Cohen a dit que ce soit du racisme individuel ou de la xénophobie collective, c'est toujours la même chose. Ah non,
comme l'a fait, alors pour le coup, remarquez M. Godladel, hier soir sur CNews, les lois maritimes veulent que quand un bateau est arraisonné en mer avec des migrants qui risquent leur vie, nous dit-on, mais enfin, ce ne sont pas des naufragés, ce sont des naufragés volontaires. Ça, il faut insister là-dessus. Eh ben, on les reconduit au port le plus proche. Le port le plus proche, c'est Bizerte, c'est Tunis, c'est tout ce que l'on veut. Ça reste de l'autre côté de la Méditerranée. Il est bien clair. Il y avait aussi, il y a un homme extraordinaire sur CNews qui nous disait mais alors que fait-on on coule ces navires, on leur tire dessus, on les coule ou on les accueille. Mais non, il y a peut-être d'autres alternatives. On n'est pas obligé de passer d'un extrême à l'autre et on peut les reconduire. C'est ce qu'ont fait pendant de nombreuses années les Australiens d'ailleurs. Ils conduisaient les navires, ils les raccompagnaient. Hein. Et puis après, on a mis les clandestins, on les a mis sur une île. Mais ça fait aussi scandale. Alors, Fournas, on n'a plus le droit de dire, même si c'était individuel, on n'a plus le droit de dire à un Normand, à un Breton, retourne en Normandie, retourne en Bretagne, retourne en Auvergne. Ce n'est pas bien. Ce qui me désole là-dedans, c'est que tout le monde est marché dans la combine et marche dans ces oukases moraux, dans ces normes morales qui sont oui, le racisme, c'est pas. Mais il faut savoir ce que c'est que le racisme. Il y a racisme et racisme. Je rappellerai que les gens de la NUP et Monsieur Mélenchon en premier lieu sont des indigénistes, qui est une forme de racisme, d'abord de racisme anti-blanc, et ils sont racialistes. Donc ils ont une obsession de la race. Et personne ne trouve rien à redire. Alors, il y a des gens qui ont été particulièrement lamentables, comme Monsieur Ciotti, qui prétend prendre la tête du Parti républicain. J'entendais Monsieur Ciotti aujourd'hui, qui d'ailleurs, au fond, proposait presque une alliance je ne sais plus comment s'appellent les macronistes, les marcheurs aujourd'hui, mais ça serait eux qui rejoindraient les républicains pour former un grand parti républicain, et ça ne serait pas les républicains qui sont résiduels, c'est un groupusculaire qui rejoindrait les En Marche. Enfin, ces gens-là ne sont vraiment pas sérieux, et en tout cas, le regretté Colucci, c'est-à-dire Coluche, nous aurait dit bonjour les enfoirés, bonjour les foireux. Ces gens n'ont pas les idées claires. C'est assez extraordinaire. Et là encore, je m'arrête ici, cher Pascal, pour vous laisser la parole. Là encore, du jour au lendemain, on n'en a plus parlé. Ça fait scandale, le tumulte s'est prolongé, mais encore une fois, c'est Fournas qui a été victime, souvenez-vous quand Monsieur Mbalambala a dit Dieudonné Mbalambala voulait donner une représentation en province, le préfet interdisait au fait que ça crée un trouble à l'ordre public. Mais c'est pas lui qui crée le trouble à l'ordre public, c'est ce qu'il crée. Il est même écrit dans l'Ancien Testament, malheur à celui par qui arrive le scandale. Le scandale, c'est pas de Fournas qui l'a créé. Le scandale, c'est Monsieur Mélenchon. Et Monsieur Mélenchon et ses copains devraient être sanctionnés pour justement ne pas respecter la liberté de parole. Et Monsieur Ciotti devrait être renvoyé, je sais pas où, pour ses prises de position au fond assez répugnante. J'ai été déçu par le président du groupe Les Républicains, M. Marlès, qui est un homme éminemment estimable, qui a rédigé des rapports d'une extrême pertinence sur les dysfonctionnements de notre société, et qui lui aussi a marché comme un seul homme, si je puis dire, dans cette condamnation. Tant qu'on condamnera, c'est-à-dire tant que nous nous accuserons nous-mêmes des pires crimes moraux, surtout quand ils n'ont pas lieu d'être, ces crimes, quand ils ne sont pas intervenus, eh bien nous serons toujours sur la défensive, nous serons toujours perdants. Oui, c'est vrai que moi, ça me faisait penser aussi au morceau de Guy Béard, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et c'est vrai qu'en pensant aux réactions du groupe RN,
Donc voilà, donc il expliquait que donc quand il a dit qu'il retourne en Afrique, c'était avec un S en parlant des bateaux. C'était bon, voilà, ça ne concernait pas le député Bilongo. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer un peu de bravoure et dire que voilà que au moment où on leur posait la question, chaque député répète cette phrase. Oui, effectivement, qu'il retourne en Afrique. Quelque chose qu'est-ce peu plus affirmé. Je Pascal, vous avez dû lire, mais c'est pas tout à fait votre génération, le livre de Jean Raspail, Le Camp des Saints, c'est paru en 73-74, où il imagine un débarquement des centaines de bateaux qui arrivent. C'est ce qui arrive en permanence. Je crois ces dernières années, en totalité, que ce soit par la Turquie ou ailleurs, ou par Lampedusa et Kadhafi, le malheureux Kadhafi. C'est plus d'1 million de migrants qui sont arrivés. Je dis bien de migrants. Avant, on parlait de réfugiés, on parlait de gens qui fuyaient la guerre. Mais ils arrivent de Tunisie, ils arrivent d'Algérie, ils arrivent du Maroc. L'assassin de la petite Lola arrivait d'Algérie. C'était un clandestin, un de plus. Et où arrive du golfe de Guinée, c'est-à-dire de l'ancienne Afrique noire francophone, de l'Afrique tropicale et équatoriale. Ils arrivent de par là. On sait quelles sont les filières. Il y a de véritables trafiquants d'êtres humains que sont les ONG qui marchent main dans la main avec les passeurs. Les passeurs qui, on sait, emmènent en dehors des eaux territoriales ou à la limite des eaux territoriales et retirent les moteurs des embarcations, parce que les moteurs, ça coûte cher et on pourra les réutiliser. Et à ce moment-là, on a un téléphone SAT, on appelle le bateau qui est là en train de patrouiller, de faire des ronds dans l'eau pour venir secourir. N'oublions pas que personne n'ose le dire, mais les ONG, les soi-disant ONG humanitaires, je dirais plutôt humanitariennes, touchent des subventions gigantesques de la part du secteur privé, du secteur public, et même, je me souviens qu'en Italie, pour chaque j'allais dire réfugié, chaque migrant, il touchait une quote-part. Et il faisait un bénéfice juteux sur la tête de chaque. Mais ça, personne ne dit. De même que personne ne pose la question d'où vient l'argent qui paye les passages. On sait que c'est 2 000, 3 000 euros pour passer en Angleterre, jusqu'à 10 000 euros si vous voulez un passage premium, et c'est par dizaines de milliers que les passages se font. En Méditerranée, c'est peut-être un peu moins cher, 3 000 à 4 000 euros. D'où sortent ces gens? D'où sortent leur téléphone portable d'un écrit? D'où sort l'argent qu'ils mettent? Parce que c'est même un village, en se cotisant, un village ne peut pas réunir autant d'argent que cela. Donc personne, surtout pas notre bonne presse, ne pose ces questions. Maintenant, la question qu'il faudrait poser aux gens de CNews qui disent faut-il leur tirer dessus ou les accueillir, il faut évidemment pas tirer sur ces gens, mais il faut pas non plus les encourager, les inciter. Il faut qu'il y ait une politique extrêmement ferme de prévention, de dire dans les villages africains, n'écoutez pas les représentants des ONG qui sont des sergents recruteurs qui viennent vous inciter à vous embarquer, hein, au risque de vos vies d'ailleurs, parce que quand même beaucoup ils laissent leur peau. Oui, Pascal. Oui, et on a l'impression que la mentalité est exactement la même qu'au début du XXe siècle et au début de l'épopée coloniale. Avec cette phrase de Jules Ferry qui disait voilà, enfin, les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Donc là, il y a une petite version, c'est la version 2.0, où c'est les races supérieures ont le devoir d'accueillir les races inférieures. On a l'impression qu'au niveau mentalité, c'est exactement la même chose. Alors, vous venez de citer, Pascal, le radical socialiste Jules Ferry, mais vous pouvez citer également M. Léon Blum,
l'idole, non pas l'idole des jeunes, mais l'idole socialiste, l'homme des congés payés, mais l'homme qui aussi avait renvoyé des dizaines de milliers d'Italiens et de Polonais au moment de la crise économique. Ça, personne ne le rappelle. Et Blum a tenu des propos, vous pouvez les trouver sur Wikipédia, mais on trouvera toutes sortes de raisons en disant que c'était l'esprit du temps, pour dire que là aussi nous avions que les peuples supérieurs avaient un devoir d'assistance, d'aide à l'égard des... On parlait pas de sous-développés à l'époque, mais à l'égard des sociétés... encore, le mot primitif existait. Il y avait un grand anthropologue, Lévi Brühl, appartenant à la même communauté que Monsieur Blum, qui a écrit un livre. Alors on essaye de lui faire dire ce qu'il ne disait pas sur les mentalités des peuples inférieurs. À l'époque, c'était quelque chose. On accuse aujourd'hui les Allemands de tous les maux, mais c'était des théories déjà racialistes qui étaient extrêmement répandues, qui avaient pignon sur rue, si je puis dire. Et voilà. Alors donc maintenant, on ne parle plus de l'affaire Fournas. Une question se pose. Au début du XXe siècle, l'Afrique avait 200-300 millions d'hommes au maximum pour toute l'Afrique. Maintenant, ils arrivent à 1,5 milliard. Doit-on accueillir, peut-être pas 1,5 milliard, mais un bon gros milliard, sous prétexte que nos prairies sont plus grasses et que nos femmes sont moins vêtues? Ça, c'est une question que personne ne pose non plus. Oui, combien de centaines de milliers, de dizaines de milliers de migrants faudrait-il accepter pour que ça change quelque chose à l'Afrique? Sans doute, il n'y a même pas de réponse en fait. Ce n'est pas la solution, ça n'a jamais été la solution et ça ne le sera jamais. Alors la réponse elle est contenue dans la question. Monsieur Rocard, qui était protestant et qui a été Premier ministre socialiste, a bien on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais c'est pourtant ce que l'on est en train de faire. Et on veut disséminer aussi cette misère mais Monsieur Macron, je crois, c'est ce qu'on appelle un oligophrène, petit oligo-élément. Un frêne, il a une cervelle diminuée, c'est un minus abasse. Il croit que les gens, mais pour travailler, il faut parler la langue au minimum. Il faut avoir une compétence. Ces gens qui arrivent, ces jeunes hommes entre 25 et 35 ans, qui arrivent parce que c'est 98% des migrants. Il y a toujours une caméra qui se fixe sur une femme enceinte, sur une femme avec des mioches, etc., pour mieux nous faire pleurer. Mais ces gens ont-ils la moindre compétence? On parlait d'immigration choisie, d'immigration de qualité, alors que nous sommes dans un pays où officiellement il y a 5 millions de chômeurs, et il y en a peut-être pas tout à fait le double, mais il y en a énormément, mais qui sont assistés. Soit on se moque du nom, je pense qu'on se moque de nous. Le but de la manœuvre, c'était contenu déjà dans un rapport sur la démographie à venir dans les années, je crois que c'était même l'année 2000, des Nations Unies, en disant il faudra 30, 40, 50, 60 millions de migrants pour l'Europe pour compenser le déficit démographique. On ne peut pas à la fois avorter, 220 000 avortements l'année dernière, on ne peut pas à la fois avorter, faire la teuf. Alors, je crois que l'expression est plus à la mode, partir, voyager, et puis en même temps faire des enfants et reconduire la société. Si on fait plus d'enfants, effectivement. Mais je crois que le projet de M. Macron, c'est la destruction pure et simple de ce pays, puisque on doit faire une espèce d'ensemble qui sera comme la France grise et crépusculaire, une espèce de grand. Il y avait un film assez marrant américain qui s'appelait Blop, une sorte de grand bloc européen de consommateurs, de producteurs consommateurs. Et quand les producteurs ne seront plus assez producteurs, ils seront à bout de course. Et bien, on leur proposera l'euthanasie remboursée par la sécurité sociale. Alors cette destruction, elle passe aussi donc évidemment par le volet économique et donc par toutes les dernières annonces qu'il y a pu y avoir avec la Pologne notamment, qui donc a signé un contrat de 5 milliards de dollars pour l'achat de 250 chars Abrams. Elle ne choisira pas les chars Leclerc, les chars français. La Pologne qui choisit aussi le groupe américain Westinghouse pour construire sa première centrale nucléaire.
Donc là, c'est pareil, c'est quand même un gros problème. Enfin, voilà, on peut vraiment le regretter. Après, Là, c'est 20 milliards de dollars. C'est 20 milliards de dollars. Je fais une incidente, je dis la centrale nucléaire polonaise, qui est la première en date, ça représente 20 milliards de dollars. Tout à fait. Et on a déjà manqué 40 milliards, mais ça c'est autre chose, avec les Australiens qui ont annulé un contrat. C'était une honte absolue. Mais on se demande pourquoi on a une Europe, puisque la Pologne achète américain, que ce soit pour ses chars, l'Allemagne achète ses avions au lieu d'acheter l'Eurofighter, qui d'ailleurs, cet Eurofighter, si je ne me trompe, une association France-Allemagne, comme on avait fait, comme on avait aussi ces actes transversaux qui permettaient de créer une Europe économique, qui étaient d'ailleurs les seules choses qui ont bien fonctionné, comme l'Airbus. L'Airbus, voilà. Donc, la France, littéralement, dites-moi si je me trompe, Pascal, la France est à la ramasse. Alors, la France est à la ramasse, et une autre annonce aussi qui est tombée, donc c'est notre ministre de la Transition énergétique, donc Madame Pannier-Runacher, qui aurait des intérêts dans les paradis fiscaux, notamment auprès d'une société pétrolière. Donc là, c'est un peu belote et rebelote. Alors, c'est le ministre de la Transition énergétique. De la transition énergétique et de l'environnement. C'est quand même. Alors, c'est pas elle. Il faut dire que c'est pas elle. C'était ses fils et ça venait d'une société créée par papa. Mais enfin, bon, c'est quand même assez énorme. J'entendais, pourtant Dieu sait qu'ils sont des serpillères sur France Inter le matin. Je ne sais plus quel comique qui me fait rire qu'elle-même, disant qu'on se demande qui n'est pas inculpé ou l'objet d'une procédure judiciaire au Parlement entre Monsieur Köhler, c'est Köhler, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, qui est un personnage quand même plutôt curieux. Mais vous remarquerez que là aussi, la presse, tout d'un coup, on a mis l'étouffoir, on n'en parle plus. Hein. Monsieur Dupond-Moretti, c'est moins grave, mais enfin, c'est quand même aussi un personnage, on peut dire, assez glauque. Il n'est pas d'une netteté folle. Par contre, c'est l'homme qui a eu cette parole géniale de nous dire que l'insécurité était un sentiment, hein, pour la météo, un sentiment. Le matin, il fait 0 degré, sentiment -3, -4, -5. Bon. En attendant, c'est nous qui payons. Hein. C'est nous qui payons. Monsieur Macron va donner une aide à chacun, peut-être 100 € par-ci, par-là, pour ceux qui ont des revenus les plus bas. Ce qu'on appelait dans mon enfance les économiquement faibles. C'était joli comme formule, les économiquement faibles. Mais c'est sur la dette. Quand il sera parti après le déluge, qui va rembourser la dette, hein? Et si on ne rembourse pas la dette, on pourra faire comme les bolcheviks en 1917, ils ont une moratoire sur la dette, on ne rembourse pas. Mais par contre, on donnera dans 50 ans, dans 70 ans après, les Russes ont donné quelques miettes, quelques cacahuètes à ceux qui avaient des bons du trésor russe. Donc, Madame Pannier-Runacher est quand même... Alors, c'est un dossier explosif, on pourrait s'attendre à ce que... mais tout à fait explosif, à ce que, encore une fois, la presse s'en empare, fasse ses gros titres. Bah non. Et puis, il y a l'Ukraine. L'Ukraine qui continue, et donc avec une actualité particulière, notamment avec l'évacuation de la ville de Kherson, donc symbole de cette nouvelle Russie, donc qui a bien été rattachée en fait après le référendum, mais donc là l'armée russe vient maintenant.
C'est sous la souveraineté russe. Donc, si les Russes évacuent, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils l'ont annoncé hier. C'est un fait majeur. Alors, soit tout le monde va pousser du hurlement en disant c'est une défaite stratégique, ils perdent la face, ils sont nuls. Monsieur Poutine doit démissionner. Les ultranationalistes tapent du pied. Toujours est-il que le général Armageddon, qui est à la tête des opérations, a pris cette décision, comme il a dit lui-même, difficile. C'est difficile, mais il vaut mieux éviter qu'il y ait plus de morts dans cette région. Il se rabattent sur la rive opposée du Dniepr, qui sera un barrage. Les ponts sont minés. Kherson tombera, mais Kherson sera peut-être reprise. L'hiver va passer. Il y a 300 000 recrues réservistes qui ont été rappelés, mais il faut les former, il faut les intégrer, il faut les rendre aptes au combat. Alors, je voyais les grands titres de la presse américaine disant que les Russes auraient 100 000 morts. Non. On a le 9 novembre, c'est-à-dire hier, le général Mark Milley, qui est une voix importante aux États-Unis dans le domaine militaire, au cours du New York Economic Club, au New York Economic Club, c'est un des forums, une des tribunes d'où l'on parle, comme il y avait le Press Club à Washington, et indiqué qu'il y aurait eu au moins 100 000 soldats russes tués ou blessés. C'est pas la même chose. On peut dire hors de combat. Non, on n'en sait rien. Mais il a ajouté, et ça, la presse chez nous, quand elle en parle, ne reprend pas, et probablement même chose du côté ukrainien. En fait, personne ne connaît les chiffres. C'est vrai que c'est une guerre coûteuse, c'est une quasi-guerre civile, c'est ce qu'il faut dire, et c'est toujours sanglant, les guerres civiles. Des erreurs, apparemment, ont été commises. Les leçons à tirer, c'est que l'armée russe, certains l'avaient pressenti du début, n'était pas préparée, n'était pas au niveau nécessaire. Ils pensaient qu'ils seraient rentrés comme dans du beurre en Ukraine. Ça n'a pas été le cas. Ils ont sous-estimé. Et le renseignement russe est particulièrement coupable du travail extraordinaire, monumental accompli par la CIA, par l'OTAN, pour préparer justement, en fait, non pas préparer cette opération spéciale, mais préparer la réaction russe, puisque lorsque le 24 février, le président Poutine lance ses forces dans une opération spéciale qui est en fait, à ses yeux, une opération de police, c'est pour contrer l'assaut que devaient donner les troupes ukrainiennes qui étaient numériquement le double des forces russes engagées. Les Russes ont dû engager entre 80 et 100 000, 120 000 hommes, alors qu'il y en avait près de 200 000 de l'autre côté qui étaient prêts à donner l'assaut aux républiques libérées du Donbass. Alors, on pourrait ajouter autoproclamé, bon, bien sûr, autoproclamé. Mais je rappellerai qu'hier, et ça c'est important de le noter, il y avait le jour de la langue ukrainienne en Ukraine, en rappelant que maintenant, ça sera un délit pénal. Enfin, un délit, c'est forcément pénal, mais un délit lourdement sanctionné. Il y a déjà eu des sanctions qui sont tombées pour ceux qui, dans l'exercice de leur fonction, parleraient russe et non pas ukrainien. C'est un professeur d'université, je crois, qui a été pénalisé. Donc, il y a aussi forme de racisme, d'intolérance crasse. On sait que cette affaire du Donbass a éclaté parce que Kiev refusait une autonomie linguistique. Nous, de Guerlas, on refuse pas l'autonomie linguistique ni à la Corse, ni aux Bretons, ni aux Alsaciens. Ils peuvent parler l'allemand, enfin l'alsacien plutôt, comme ils l'entendent, ou même aux gens du Nord qui peuvent parler le flamand s'ils le veulent, même si il y a une langue de la République. Donc les choses revêtent des aspects qui, encore une fois, ne sont pas
livré à la connaissance du grand public, et ça, il faut véritablement. Alors, pour revenir sur Kherson, oui, les Russes se retirent, ils se retirent. C'est très dur pour eux, mais qui nous dit qu'ils ne reviendront pas dans 6 mois. Pascal ? Oui, vous voyez ça en fait plutôt comme un retrait stratégique, plutôt comme une partie d'échec, et voilà, on va sacrifier à un moment une pièce. On replie. Vous voyez ça plutôt comme ça ? Je pense que on peut le voir comme ça, sans optimisme ni pessimisme excessif. Ça se présente sous ses dehors, comme notre ami Armageddon a bien dit. Je vais prendre des décisions qui seront difficiles. Et c'est peut-être. Alors, je regardais hier ce film assez étonnant de Maurice Pialat sur ces 50 dernières années. Je crois que ça datait de 85. Il avait fait un film d'après Georges Bernanos qui s'appelait Sous le soleil de Satan, avec Depardieu qui est jeune et qui joue plutôt extrêmement bien. Et le film se termine sur cette sentence, la sagesse. C'est pas tout à fait ça, mais la sagesse est un vice des vieillards. Il faut savoir être sage, ou alors jouer un double jeu. Je ne crois pas que M. Poutine joue un double jeu. Je pense que M. Poutine a une marge de manœuvre très réduite. Les oligarques sont toujours là, même si les oligarques, je parle des grandes fortunes, ne font plus directement, ouvertement de politique. Les oligarques avaient, à un moment donné, quand M. Medvedev avait pris le relais à la présidence de M. Poutine, avaient discrètement poussé M. Medvedev en imaginant ou en tablant sur le fait qu'il serait beaucoup plus pro-occidental que son patron. Et puis ça ne s'est pas fait, mais il y a toujours un clan occidentaliste qui est extrêmement puissant. Ce sont des gens qui tiennent l'économie entre leurs mains. Et M. Poutine, encore une fois, c'est aussi et peut-être prudent, trop prudent, mais beaucoup disent ne pas avancer, circuler. Oui, certes, oui, mais il ne faut pas commettre les erreurs. Monsieur Napoléon Bonaparte a foncé. Il est resté longtemps à Moscou, qu'il avait pris. La ville l'avait brûlé. Lui est resté, s'est entêté, et le général Hubert est arrivé. Monsieur Hitler, le chancelier Hitler, a fait la même erreur. Et Monsieur Poutine est peut-être plus sage, plus raisonnable, plus asiatique en ce sens. Enfin, je veux le croire, je préfère le croire et préfère ménager ses forces. D'autant, cher Pascal, que l'enjeu de la guerre n'est peut-être pas ni le Donbass ni l'Ukraine, mais l'enjeu de la guerre est peut-être au-delà même de l'Europe, c'est d'affaiblir le camp occidental. Les réserves d'armement et de munitions aux États-Unis, quelle que soit la puissance industrielle de cet État-continent, ne sont pas illimitées. Et quand Monsieur Le Maire disait on va démolir l'économie russe, peut-être que cette guerre sera aussi le cimetière, la tombe, la sépulture de l'économie européenne. On le verra après l'hiver, comment nos économies auront traversé, quelles seront les conséquences. Alors on sait aujourd'hui il y avait une grève, puisque nous sommes le 10 mars, le jeudi 10 mars, il y avait une grève de la RATP. On paralyse encore un peu le pays après la grève de ces gens qui n'étaient pas les plus mal lotis, ces gens des raffineries de pétrole. Les Français sont vraiment mis mal à l'aise. Je vous donne un exemple. Dans nos campagnes, à un moment donné, c'était pas la pompe à chaleur qui était à la mode, mais c'était le chauffage au granulé. Vous savez, on a des gros des gros poêles de fonte, et avant on mettait des bûches, mais depuis que Madame Ségolène Royal nous a dit qu'il fallait que ce soit un foyer fermé à cause des microparticules, on en respire depuis 500 000 ans, depuis que l'homme fait du feu. Mais c'est pas grave, les microparticules sont tueuses. Et les gens sont passés au granulé, qui valait 30 € la tonne, il y a 15 ans peut-être. Il y a quelques années, 2-3 ans, c'était 300 € la tonne.
et maintenant c'est 700 €. Donc ça vaut aussi cher que le fioul. Ouais. Donc, jusqu'où les Français pourront-ils aller? J'ai vu un ramoneur l'autre jour qui il travaille dur. Hein. Il passe de client en client, il fait un travail extrêmement sérieux. Et dans nos campagnes, dans nos provinces, c'est un travail qui est une véritable spécialité. Hein. C'est pas un ramonage de plaisantin. Eh bien, il m'a expliqué qu'il payait 4 000 € d'URSSAF, alors qu'il est seul, il ne peut pas avoir d'ouvrier. Il aurait un ouvrier ou deux, mais il ne peut pas. 4 000 pour lui seul, 4 000 € d'URSSAF par mois. Comment voulez-vous que l'économie d'un pays comme ça tienne? Pour que monsieur Macron puisse aller faire le guignol à Sharm el-Sheikh, hein, et se fasse moquer par Madame Meloni, qui a annoncé que les passagers de l'Océan Viking accosteraient à Marseille, je crois qu'ils accostent à Toulon. C'est à la porte à côté. Monsieur Macron se voyait pris en quelque sorte la main dans le sac, renvoyant toujours les responsabilités aux autres. Non, Monsieur Macron, vous voulez jouer les grands moralistes, assumez ce rôle, mais il l'assume encore une fois sur le dos des Français. C'est des Français qui paieront et qui vont payer et qui payent de plus en plus. Alors jusqu'où, ça, c'est une autre histoire. Pour revenir sur les conséquences possibles et donc déjà avérées du conflit en Ukraine, il y a plusieurs informations en fait qui arrivent par rapport aux armes, à la circulation des armes qui sont envoyées et donc qui se retrouvent sur le darknet et qu'on retrouve dans le crime organisé. C'est le commissaire à la criminalité finlandais donc qui a dirigé une unité de renseignement et donc qui l'a affirmé. Mais c'est aussi l'administration présidentielle américaine qui a déclaré qu'il y avait bien un problème de traçabilité dans les armes qui étaient allouées aux forces armées ukrainiennes. Donc, ce sont des fusils d'assaut. Là, le Times a révélé que le Royaume-Uni a fourni l'Ukraine avec donc des missiles anti-chars, des dizaines, voire des dizaines de milliers. Donc des munitions, bien sûr, des canons. Donc, qu'est-ce que tout ça va devenir? Où est-ce que ça va terminer? C'est aussi le problème de tout le financement, tous les milliards qui sont donnés au fur et à mesure depuis le début de ce conflit à l'Ukraine. Et ça, effectivement, il y a vraisemblablement un effet boomerang pour nous. Alors, cher Pascal, on ne va pas conclure cette émission avec ça, mais c'est un sujet extrêmement important. C'est pas un sujet anecdotique. C'est pas simplement des fuites, des kalachnikovs, des fusils. Kalachnikov étant un fusil d'assaut, ce ne sont pas des grenades. Comme vous l'avez dit, ce sont des systèmes de missiles anti-chars. On peut attaquer des fourgons blindés, mais il y a aussi des missiles anti-aériens. Le jour où où il y aura une vague de véritable terrorisme en France, on pourra descendre des avions de ligne depuis le sol, en étant parfaitement insaisissable. Hein. Il faut 2-3 hommes pour manipuler, enfin une petite fourgonnette qui on tire et on taille la route. Donc vous venez nous dire que nous sommes nous-mêmes, grâce à ces fournitures d'armes, dans un conflit où nous ne sommes a priori pas partie prenante, mais où nous pratiquons, c'est toujours du en même temps macronien, une forme de co-belligérance, une co-belligérance particulièrement honteuse, puisque sur les 76 canons César qui étaient en dotation à l'armée française, on en a déjà donné, je crois, 18, et on a même ponctionné une commande qui avait été faite par l'armée danoise. Les Danois qui, entre nous soit dit, sont beaucoup plus rigoureux avec l'immigration-invasion. Il ne faut pas avoir peur du terme, puisqu'il a été utilisé par un certain nombre de personnes. Maintenant, le mot n'est tout à fait tabou. Eh bien, cher Pascal, il faudrait conclure normalement par une parole d'espoir, mais ces armes achetées qui circulent sur le darknet, sur le ténébreux, où on achète des enfants, on achète de la drogue, on achète toutes sortes de choses et toutes sortes d'immondices. Ça sera les moyens, les conditions de la guerre civile. Les armes s'accumulent bien quelque part. Elles transitent sans doute par le Kosovo qui est en guerre semi-ouverte avec
avec la Serbie. L'abcès n'est pas, la plaie n'est pas refermée, elle n'est pas cicatrisée, et au contraire, il y a toujours un abcès purulent avec les communautés serbes du Kosovo. Voilà, ces armes sont en train de perfuser en Europe. Alors, je ne sais pas si elles arrivent par Marseille. De toute façon, les distributeurs de drogue, les revendeurs de drogue, je préfère ça au mot de dealer, ces revendeurs s'entretuent. C'est pour ça peut-être que Mme Meloni voulait, pour ne pas plaisanter, combler le déficit démographique des quartiers nord de Marseille en envoyant les gens de l'océan Viking. Trêve de plaisanterie ou plaisanterie mise à part, on sait que les territoires perdus de la République sont armés. On ne va pas fouiller les caves. On n'utilise pas l'armée justement pour, les autres diraient, faire des rafles. Il ne s'agit pas de faire des rafles. Il s'agit de remettre un peu d'ordre républicain, si tant est que cela existe. Là, c'est une des possibilités, la guerre civile. Et la guerre civile, l'Ukraine aura permis de donner les moyens à ces gens qui pratiqueront peut-être demain ou après-demain une guérilla urbaine. Voilà, Pascal. Je vous laisse conclure. Oui, bah c'est vrai qu'avec toutes ces actualités, espérer que voilà, de loin en loin, de défaite en défaite, de scandale en scandale, oui, qu'il puisse y avoir un réveil un moment. Oui, il faut se ressaisir. Il faudrait se ressaisir. Alors malheureusement, ce sont ce qu'on appelle vilainement les baby boomers, c'est-à-dire les gens de ma génération qui votent Macron. Alors je ne sais pas s'il y a eu fraude ou pas fraude. On ne peut pas exclure la question dans la réélection de M. Macron, mais en tout cas, le pays est en train de plonger verticalement la tête la première, dans le chaos, dans l'abîme, et ça ne s'améliore pas. Voilà. Et on a toujours les connards qui ergotent sur BFM TV, CNews, LCI, pour dire des banalités en faisant très attention à ne pas dépasser la ligne jaune invisible. Eh bien, c'était le 82e libre journal de Jean-Michel Vernochet, avec ce soir notre ami Pascal, que je remercie, que nous remercions tous pour sa contribution. Monsieur V aussi, qui est resté en arrière-plan, mais qui est bien présent, qui a très bonne mine, je le vois sur mon écran. Il est rajeuni, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a dû couper un peu ses cheveux. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau état des lieux, et comme vous pouvez le constater, l'actualité est torrentielle et il faut aller nous efforcer de faire ce que nous faisons à chaque pas, c'est-à-dire aller au-delà des apparences. À très bientôt. Au revoir à toutes et à tous.